Elle était posée sur la table comme si elle n'attendait que moi. Une coupe de cristal taillée, à moitié pleine d'un rouge que j'avais moi-même élevé pendant 18 mois dans les chais que mon père m'avait laissés en héritage. Un vin que j'avais appris à faire les mains dans la terre, les genoux écorchés sur les cailloux de la vigne, les yeux brûlés par le soleil de juillet. Un vin qui portait le nom de ma femme sur l'étiquette parce que c'est elle qui m'avait dit un soir de novembre, alors qu'on goûtait ensemble le premier millésime qu'on avait produit ensemble, que ce vin sentait exactement comme elle voulait que la vie sente. Je lui avais promis cette nuit-là que son nom resterait sur la bouteille aussi longtemps que la vigne produirait. Elle était morte depuis 3 ans quand ma Nora a levé cette coupe. Je m'appelle Jean Morel. J'ai 58 ans. J'ai passé 35 de ces années à construire le domaine Morel sur les hauteurs d'Entre-deux-Mers, à une 20aine de kilomètres au sud-est de Bordeaux. Ce que j'ai construit là, je ne l'ai pas reçu en héritage. Mon père m'a laissé 7 hectares de vignes mal conduits, une maison qui prenait l'eau et une dette que j'ai mis 12 ans à rembourser. Tout le reste, je l'ai fait. Les 32 hectares supplémentaires achetés parcelle par parcelle. Les chais rénovés. La réputation construite bouteille par bouteille dans les guides, les restaurants, les maisons de négoce. Le nom Morel qui aujourd'hui signifie quelque chose dans le Bordelais. Elle a levé cette coupe en souriant. Ma belle-fille. Isabelle. 37 ans. Brune, les yeux clairs, la façon de se tenir qu'ont les femmes qui ont appris très tôt que leur physique était un outil et qui s'en servent avec la précision d'un chirurgien. Je ne l'avais jamais véritablement aimée. Je me l'étais reproché pendant des années. J'avais mis ça sur le compte de la jalousie d'un père qui perd son fils à une femme, puis sur le compte du deuil qui rend injuste envers les vivants. Ce dimanche-là, à table, j'ai compris que mon instinct avait toujours eu raison et que je lui avais fait tort de ne pas l'écouter plus tôt. Elle a dit, la voix posée, les yeux qui faisaient le tour de la table, comme pour s'assurer que tout le monde entendait bien, un toast aux vieux inutiles, qui va enfin signer l'entreprise pour nous. Quelques personnes ont ri, discrètement, du coin de la bouche, les yeux baissés sur les assiettes. Ma sœur Agnès a regardé la nappe. Ma nièce Marie a bu une gorgée sans lever les yeux. Mon fils Théo, assis en face de moi, a regardé sa femme avec une expression que j'essaie encore de déchiffrer. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas de la colère, c'était autre chose que je ne saurais peut-être jamais nommer exactement. J'ai gardé les 2 mains à plat sur la nappe. J'ai regardé le vin dans ma propre coupe. Ce rouge qui portait le nom de Marie Reine Morel, née de la cour le 19 mars 1956, décédée le 4 février 2021. Ma femme. La femme qui avait planté les vignes du côté nord avec moi à la main, rang après rang, pendant 2 automnes. La femme qui avait tenu la comptabilité du domaine pendant 22 ans dans un grand cahier à spirale, en gardant 3 systèmes de vérification croisés parce qu'elle avait une méfiance naturelle et saine envers les chiffres qui semblaient trop ronds. J'ai dit « Merci pour ce toast, Isabelle ». Je n'ai rien ajouté. J'ai bu. Et le repas a continué comme si rien ne s'était passé. Je dois m'arrêter une seconde ici. Ce que je viens de vous raconter, ce moment précis, la coupe levée et ce sourire, je ne l'avais encore dit à voix haute à personne, pas à ma sœur, pas à mon notaire, à personne. Et vous êtes là à écouter ce vieux vigneron ce soir. Ça me touche plus que je ne saurais vous l'expliquer. Dites-moi d'où vous écoutez, votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si c'est tard là où vous êtes, si c'est le genre de soirée où le sommeil ne vient pas facilement, je comprends ça mieux que vous ne le pensez. Mettez un pouce bleu si cette histoire vous parle quelque part. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Je reprends maintenant. Et laissez-moi vous dire ce que j'ai fait en rentrant chez moi ce soir-là. La route entre la maison familiale et mon domaine fait exactement 7,5 km. Je les ai faits à pied ce dimanche-là. Il faisait froid pour un dimanche de novembre, un vent de nord et qui descend du plateau et qui sèche tout, les feuilles des vignes depuis longtemps tombées, les rend nus comme des ossements. Je connais ce paysage dans chacune de ses lumières. Je l'ai vu à l'aube de juillet quand la rosée est encore sur les feuilles et que le soleil se lève derrière les collines d'Entraigues. Je l'ai vu en janvier dans la gelée blanche, les rangs couverts d'un voile qui ressemble à de la neige, mais n'en est pas.
Je l'ai vu le jour de la mort de ma femme, depuis la fenêtre de la chambre d'hôpital, par une de ces cruelles journées de février où tout est gris et immobile. Ce soir-là, je le voyais différemment encore. Je marchais et je recommençais. Pas les événements des derniers mois que je connaissais par cœur. Je recommençais les conversations, les propositions, les papiers que Théo et Isabelle m'avaient apportés depuis le printemps, soigneusement préparés, clairement rédigés, avec des sourires de gens qui ont un avocat sérieux derrière eux. La succession, il m'avait dit. Le soulagement, avait-il dit. La protection du domaine, avait-il dit. Ton âge, papa, ils n'avaient pas dit directement, mais qui était présent dans chaque phrase comme une odeur qu'on essaie de ne pas nommer. Et moi, j'avais été prêt à signer. Voilà ce qui me rendait silencieux sur cette route froide. Pas la trahison. La trahison, je pouvais la comprendre. Ce qui me rendait silencieux, c'était ma propre cécité. Pendant des mois, j'avais regardé, et je n'avais pas voulu voir. Le deuil fait ça, j'aurais dû le savoir. Il installe en vous une sorte de brouillard moral, une fatigue qui ressemble au désir d'être gentil et de ne plus se battre. Vous perdez quelqu'un et soudain les questions d'argent vous paraissent obscènes, les conflits familiaux vous paraissent minuscules, les avertissements de votre propre instinct vous paraissent injustes envers des gens qui n'ont peut-être rien fait. Vous vous dites que vous êtes vieux, que vous êtes fatigué, que vos enfants sauront bien faire. J'avais dit ça mot pour mot à Maître Bertrand, mon notaire, en mars. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes avec l'expression qu'ont les gens qui savaient quelque chose et choisissent de ne pas le dire. Il avait juste noté dans son cahier et passé à la suite. Je lui en avais voulu un moment. Ce soir-là, sur la route, je comprenais que c'était moi qui n'avais pas été prêt à entendre. Je suis rentré chez moi à la nuit tombée. Le domaine était fermé, les chais dans le silence de l'hiver. J'ai allumé la lumière dans le bureau de ma femme, que je n'avais pas touché depuis sa mort, et je me suis assis dans son fauteuil de cuir vert qui sentait encore quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Un mélange de son parfum et de la poussière des vieux cahiers de comptabilité et d'une eau de Cologne de bureau qu'elle utilisait certains matins. Une chose légère et sèche qu'elle avait achetée dans une parfumerie de Bordeaux, il y avait peut-être 20 ans, et dont on avait encore quelques flacons dans l'armoire. J'ai ouvert son dernier cahier. L'année 2020. Elle tenait sa comptabilité à la main jusqu'à la fin même quand tout le monde était passé au tableur depuis longtemps. Ses colonnes étaient d'une netteté absolue, des chiffres serrés et précis, sans rature, avec en marge des petites notes en rouge sur les anomalies à vérifier. Elle avait une façon de lire les chiffres qui était presque physique. Elle les sentait plus qu'elle ne les calculait. Elle disait que les vrais problèmes d'une entreprise sentaient toujours mauvais avant même qu'on puisse les pointer précisément. J'ai passé cette nuit-là à lire ces cahiers. Et puis j'ai passé la nuit suivante à relire les propositions que Théo et Isabelle m'avaient apportées au printemps. Le domaine Morel avait été évalué à 2 700 000 € par le cabinet qu'ils avaient mandaté. J'avais accepté cette évaluation sans la faire contre-expertiser parce que je trouvais les questions d'argent obscènes. Le contrat de succession prévoyait un transfert immédiat de la gérance opérationnelle à Théo et par délégation formelle à Isabelle pour les questions de représentation commerciale et d'expansion de la marque. Ma femme, de son vivant, avait interdit à Isabelle de toucher à quoi que ce soit concernant la commercialisation du domaine. Elle n'avait pas expliqué pourquoi. Elle avait juste dit non. Une fois. De cette façon particulière qui signifiait que le sujet était clos. Je suis resté assis dans ce fauteuil jusqu'à 4 heures du matin. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Bertrand. Il était 6 heures quand il a décroché. Je lui ai dit que je voulais le voir le matin même, avant l'ouverture du cabinet. Il a dit oui sans me demander pourquoi. C'est la qualité principale d'un bon notaire de province. Il entend dans la voix d'un homme ce qu'il ne peut pas attendre. Le domaine Morel avait été fondé en 1987 avec ma femme. 38 ans de travail, 38 millésimes, certains excellents, quelques-uns difficiles, un ou deux qui avaient failli nous couler. 240 000 bouteilles produites l'an dernier. 18 salariés permanents, 5 saisonniers aux vendanges. Un nom qui figurait dans les guides sérieux, pas les classements mondains, les vrais, ceux que les sommeliers consultent.
une cave de vieillissement que j'avais construite pierre par pierre dans les années 90, avant même que le domaine soit rentable, parce que je savais que le vin qui se respecte demande du temps et que le temps demande de la pierre. Et mon fils était marié à une femme qui appelait ça l'entreprise. Maître Bertrand m'a reçu à 7h20 dans son bureau qui sentait le papier ancien et le café fort. Il était déjà en veste, ce qui pour lui ne signifiait pas qu'il s'était levé tôt, mais qu'il n'était pas encore tout à fait réveillé. Je lui ai raconté la scène du toast. Il a écouté sans bouger, les mains jointes sur son bureau, les yeux fixes sur un point quelque part entre lui et moi. Quand j'ai eu fini, il a dit « Jean, je vous attendais ». Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a dit qu'il attendait que je sois prêt à entendre quelque chose qu'il n'avait pas pu me dire plus tôt, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Puis il a ouvert un tiroir et il a posé sur le bureau entre nous un dossier de couleur verte, épais, d'environ 2 cm, fermé par un élastique. Il a dit « Votre femme me l'a remis en septembre 2020, 4 mois avant de partir. Elle m'a demandé de ne l'ouvrir avec vous que le jour où vous seriez prêt à vous battre. » J'ai regardé le dossier vert. Sur la couverture de l'écriture de ma femme, en lettres d'une netteté remarquable pour quelqu'un qui était déjà très malade, il y avait écrit « Pour Jean, quand il aura fini d'être gentil ». C'est là que j'ai compris que Marie-Reine Morel, née de la cour, avait su avant moi, qu'elle avait vu avant moi, et qu'elle avait préparé avant moi ce que j'allais devoir faire. Les mains que j'ai posées sur ce dossier vert ce matin-là n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'à mon entrée dans le cabinet. Elles étaient les mains d'un homme qui venait de recevoir quelque chose d'irremplaçable. Une permission et une mission, et le souvenir très précis de la façon dont cette femme m'avait regardé certains soirs de grande fatigue, avec cet air particulier qui signifiait qu'elle savait que je m'en sortirais et qu'elle n'avait aucun doute là-dessus. Je n'ai pas ouvert le dossier ce matin-là. J'ai dit à Maître Bertrand que je voulais d'abord comprendre exactement où j'en étais légalement, ce que j'avais signé, ce que je n'avais pas signé, et ce que je pouvais encore faire. Il a passé 2 heures à me répondre avec la précision d'un homme qui connaît son métier et qui avait manifestement réfléchi à ces questions depuis longtemps. À la fin, il a dit une phrase que j'ai gardée avec moi depuis. « Vous n'avez encore rien signé d'irréversible. Mais il faut agir maintenant parce que dans leur logique, la signature était imminente. » J'ai hoché la tête. J'ai repris le dossier vert sous le bras. J'ai dit au revoir et je suis sorti dans le matin froid de Bordeaux avec le Garonne qui luisait au bout de la rue comme il luisait le matin où j'étais venu dans cette même ville, 20 ans plus tôt. Signer l'acte d'achat de mes premiers hectares supplémentaires. Ce que j'allais faire. Je ne le savais pas encore exactement. Mais je savais que j'allais le faire. Et je savais que ma femme le savait aussi. Je suis rentré au domaine. J'ai fait mon café du matin sur la terrasse comme tous les matins depuis 40 ans, dans la vieille tasse en faïence bleue que j'avais achetée sur un marché de Saintes en 89 et dont le fond s'était fendu un hiver, mais que j'avais fait réparer chez un potier de Libourne plutôt que de la remplacer. L'air sentait la vigne morte et la terre humide et quelque chose d'autre. Plus loin, peut-être les feux qu'on commençait à allumer dans les fermes pour brûler les sarments. Une odeur que je connais depuis l'enfance. Une odeur qui ne ressemble à rien d'autre au monde et qui me dit chaque matin depuis 50 ans que je suis exactement là où je dois être. J'ai ouvert le dossier vert. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première, 42 pages de notes manuscrites de ma femme, organisées par date, remontant jusqu'en 2016. Des observations, des faits, des conversations rapportées avec des guillemets, des noms, des montants, des dates, une documentation méthodique et froide que seule une femme qui avait tenu la comptabilité d'une entreprise à la main pendant 22 ans était capable de produire. La deuxième, 5 relevés bancaires photocopiés, accompagnés de petites flèches tracées au stylo rouge, pointant vers des virements dont les libellés correspondaient à des noms et des dates notées dans les pages manuscrites. La troisième, une lettre à mon attention sur une feuille séparée, dans son écriture serrée. Elle commençait ainsi. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que tu as été suffisamment gentil suffisamment longtemps et que tu es prêt à être toi-même.
Je vais te dire ce que j'ai vu et comment je l'ai vu. Ensuite, tu feras ce que tu jugeras juste. Je ne t'ai jamais demandé de te battre contre ta propre famille. Je te demande seulement de te battre pour ce que tu as construit. C'est différent. Je vais m'arrêter une seconde ici parce que je sens que certains d'entre vous ont peut-être connu quelque chose de semblable. Pas forcément une entreprise, pas forcément une vigne, mais ce sentiment particulier de tenir quelque chose d'important entre les mains, quelque chose qui a été préparé pour vous par quelqu'un qui n'est plus là, et de comprendre que cette personne vous aimait assez pour penser à demain, au moment même où son propre demain rétrécissait. D'où vous regardez ce soir? Votre ville, votre région. Laissez-le dans les commentaires. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, quelqu'un qui voit son héritage menacé par ceux en qui il avait confiance, partagez cette vidéo avec lui. Peut-être qu'il a besoin d'entendre qu'il y a un chemin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Je continue. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis j'ai commencé à lire les notes. Ce que ma femme avait vu, elle l'avait vu d'abord dans les chiffres. Elle avait remarqué en 2016, la deuxième année du mariage de Théo et Isabelle, que certaines factures liées aux déplacements commerciaux du domaine ne correspondaient pas aux visites clients qu'elle suivait dans son agenda, des hôtels dans des villes où nous n'avions pas de distributeurs, des restaurants dans des arrondissements parisiens où nos relations professionnelles ne se trouvaient pas, des montants qui avaient une taille particulière, ni assez grands pour qu'on les remarque immédiatement, ni assez petits pour être négligeables. Elle avait d'abord pensé à une erreur de saisie, puis à une coïncidence, puis avec la précision d'une femme qui ne se satisfaisait jamais de 2 explications quand une seule suffisait, elle avait commencé à vérifier. En 2017, elle avait trouvé quelque chose de plus sérieux. Une série de virements depuis un compte secondaire du domaine, un compte que j'utilisais pour les achats de matériel viticole, vers une société dont le nom ne lui disait rien. Elle avait demandé à Théo, qui gérait déjà certaines opérations administratives depuis que je lui avais fait confiance pour décharger ma femme. Théo lui avait dit que c'était un fournisseur de bouchons qui venait de changer de nom. Elle avait noté la réponse. Elle avait également noté qu'elle n'avait trouvé ce fournisseur dans aucun de nos registres d'achat. Elle n'avait pas confronté Théo. Elle avait continué à noter. En 2019, elle était malade. Pas encore diagnostiquée officiellement, mais elle le savait. Elle me l'a dit plus tard. Elle sentait depuis des mois quelque chose qui ne lui appartenait pas dans son propre corps. Elle avait accéléré sa documentation. Les notes de 2019 et 2020 sont plus denses, les pages plus remplies, l'écriture légèrement moins régulière mais toujours lisible, comme si elle savait qu'elle travaillait contre le temps. Ce qu'elle avait trouvé finalement était simple dans sa structure et désagréable dans ses implications. Sur une période de 4 ans, entre 2016 et 2020, environ 62 000 € avaient quitté les comptes du domaine via des libellés divers, tous plausibles isolément, aucun vérifiable facilement, sans le recoupement que ma femme avait fait. La société cible avait changé de nom 2 fois. Elle était immatriculée dans une ville que je ne connaissais pas, un village de l'Hérault, à quelques kilomètres de Montpellier. Ma femme avait cherché cette société. Elle n'avait pas trouvé grand-chose dans les registres publics. Mais elle avait trouvé, dans un article de presse locale d'un journal du Midi, la mention d'une inauguration d'une cave particulière dans ce village. Et dans cet article, parmi les personnes citées pour avoir soutenu le projet, il y avait le nom d'Isabelle Marchetti, consultante en développement vitivinicole. Isabelle Marchetti était le nom de jeune fille de ma belle-fille. J'ai posé les papiers sur le bureau. J'ai regardé par la fenêtre les rangs de vignes que je connaissais depuis 35 ans. Il faisait grand soleil de novembre, ce soleil froid et précis du Bordelais en automne qui ne chauffe rien mais éclaire tout avec une netteté presque cruelle. J'avais la réponse à une question que je n'avais pas encore eu le courage de me poser. Ma belle-fille avait passé 4 ans à me voler pour financer une entreprise concurrente. Et mon fils, soit l'ignorait, soit l'avait laissé faire, soit avait participé d'une façon ou d'une autre. Et aucun des deux ne pensait que j'avais les moyens ou la capacité de le découvrir. Parce que j'étais vieux. Parce que j'étais en deuil.
parce qu'ils m'avaient regardé et avaient vu quelqu'un qui avait fatigué. Ils avaient eu raison de me regarder. Ils avaient eu tort de ne pas regarder ce que je tenais. J'ai refermé le dossier vert. Je l'ai remis dans la main gauche de ma femme qui n'était plus là pour le tenir. Je l'ai remis exactement là où elle me l'avait laissé, sous le bras, comme une arme qu'on porte sans la montrer. Et j'ai commencé à travailler. Le domaine Morel n'a pas commencé avec moi. Il a commencé avec mon grand-père, Émile Morel, qui avait acheté en 1937, au prix d'une vie de travail dans les chais d'un grand château de Saint-Émilion, 7 hectares de terre argilo-calcaire en entre-deux-mers. 7 hectares que tout le monde lui avait dit de ne pas acheter parce que la zone avait mauvaise réputation. Les vins trop légers, les vignes mal drainées, une appellation de 3e ordre que les négociants bordelais ne prenaient que pour compléter leur lot. Il avait acheté quand même. Mon grand-père était de ces hommes qui savent qu'une terre mal aimée peut devenir une terre bien tenue si on lui donne ce qu'elle mérite. Il n'a pas vu le domaine devenir ce qu'il est. Il est mort en 1964, l'année où j'avais 4 ans, laissant à mon père 7 hectares en meilleur état qu'il ne les avait reçus et une philosophie du travail que mon père m'a transmise mot pour mot. Une vigne, ça ne donne rien pour rien. Tu lui donnes du temps, elle te donne du vin. Tu lui donnes de l'attention, elle te donne de la qualité. Tu lui donnes du respect, elle te donne ton nom. Mon père n'était pas un homme de grande expression. Il était tailleur de vigne, greffeur et bourgeonneur, un homme dont les mains étaient les véritables organes de pensée. Il m'a appris à lire une vigne comme d'autres apprennent à lire un livre, à voir dans la couleur d'une feuille ce que la terre dit en dessous, à entendre dans le son d'un sarment sec ce que l'hiver a fait à la plante. Il m'a appris la patience comme on apprend une langue, non pas en l'expliquant mais en la vivant devant moi, jusqu'à ce que j'ai fini par la parler aussi. Il n'a pas connu Marie-Reine. Elle est arrivée dans ma vie en 1922, dans un cours de comptabilité d'entreprise que je suivais à Bordeaux pour rattraper les lacunes de formation qui me gênaient dans la reprise des terres. Elle était assise 2 rangs devant moi et prenait des notes avec une concentration absolue, que j'avais trouvée d'abord intimidante puis fascinante. Elle avait une façon de tenir son stylo comme quelqu'un qui décide que chaque mot écrit compte, et qu'un mot approximatif est une perte de temps qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je lui avais parlé pour la première fois à la pause, en lui demandant si je pouvais revoir ses notes parce que j'avais raté le début de la séance. Elle m'avait regardé avec ses yeux clairs et m'avait dit « Si vos terres méritent d'être transmises, elles méritent que vous fassiez l'effort de venir à l'heure. » Puis elle avait souri et m'avait tendu son cahier. On s'était mariés en 1984. Ce que nous avons construit ensemble, ce n'était pas une répartition de rôles. C'était une conversation permanente sur ce que nous voulions que le domaine soit. Elle avait une vision commerciale que je n'avais pas, une capacité à regarder un marché et à anticiper où il allait que j'avais mis des années à comprendre. Moi, j'avais la vigne et les chais, la patience du temps long, la connaissance du sol qui vient des mains et pas des livres. Ensemble, on faisait quelque chose qu'aucun de nous n'aurait fait seul. Théo est né en 1987, l'année où le domaine a produit son premier millésime sous le nom Morel. On l'avait ramené à la maison dans la même semaine où les premiers raisins entraient en cuve. Ma femme disait que c'était un signe, que ce millésime serait particulier. Elle avait raison. Ce vin-là, nous en gardons encore quelques bouteilles dans la cave personnelle, pas pour les vendre, pour les boire les soirs où on a besoin de se souvenir d'où on vient. Théo a grandi dans le domaine. Il a fait les vendanges dès l'âge de 10 ans. Il aimait les vignes quand il était petit, cette façon qu'ont les enfants d'aimer les grandes choses sans les comprendre encore. Il courait dans les rangs, il rapportait des grappes écrasées dans ses poches, il demandait à goûter le mou en cuve et faisait des grimaces. Il avait une curiosité naturelle pour les choses techniques qui me faisait croire qu'il deviendrait peut-être œnologue ou agronome. Ce n'est pas ce qui s'est passé. À 18 ans, Théo avait décidé qu'il voulait faire des études de gestion. À Toulouse d'abord, puis à Paris pour un master. Ma femme était fière. Moi, j'étais content parce que je savais que les compétences qu'il développait là seraient utiles au domaine. Ce que je n'avais pas vu et que je vois maintenant avec toute la clarté que donne le recul, c'est que Paris avait changé Théo d'une façon
que je n'avais pas mesurées. Pas dans ses valeurs profondes, du moins pas encore, mais dans sa façon de regarder le domaine. Ce qui était pour moi une vigne, une histoire, un sol, un nom, était devenu pour lui progressivement un actif, un bilan, une valorisation possible. Ce glissement s'était fait sans que j'aie eu la conversation qu'il aurait fallu avoir. Je prends ma part de responsabilité dans ça. J'aurais dû m'asseoir avec mon fils à un moment précis, peut-être à ses 25 ans, peut-être à ses 30 ans, et lui expliquer ce que le domaine représentait vraiment. Pas la valeur en euros, le sens, ce que son arrière-grand-père avait vu dans 7 hectares que personne ne voulait, ce que ses grands-parents avaient protégé pendant les années difficiles, ce que sa mère et moi avions construit non pas pour avoir quelque chose, mais pour être quelque chose. Je ne l'ai pas fait, j'ai supposé qu'il savait. On suppose trop souvent que ceux qu'on aime savent les choses qu'on ne dit pas. Il avait rencontré Isabelle à Paris à 28 ans. Elle était consultante en stratégie pour des entreprises de la filière alimentaire et viticole. Compétente, j'en étais sûr, avec des clients sérieux et une réputation professionnelle correcte. Le premier soir où Théo nous l'avait présentée, ma femme et moi, au restaurant de Bordeaux qu'on fréquentait depuis 20 ans, elle avait parlé avec précision des enjeux de distribution du vin français à l'export. Des chiffres justes, des analyses solides. J'avais été impressionné. Ma femme avait été polie. Le soir, en rentrant dans la voiture, j'avais dit à ma femme ce que j'en pensais. Elle avait attendu un moment avant de répondre. Puis elle avait dit une chose qui m'était restée, sans que je comprenne pourquoi sur le moment. Elle connaît les chiffres. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi. Je lui avais demandé ce qu'elle voulait dire. Elle avait dit « Pourquoi quelqu'un de sa formation s'intéresse à un petit domaine familial de l'entre-deux-mers qui n'est pas coté, qui ne vise pas l'international, dont le marché est solide, mais sans glamour. Elle est trop bien armée pour les dossiers qu'on lui offre ici. » J'avais dit qu'elle aimait Théo. Ma femme avait dit « Peut-être ». C'était la seule fois qu'elle avait dit ça à voix haute. Ensuite, elle n'avait plus rien dit. Elle avait commencé ses cahiers. Avant de vous parler de ce que j'ai fait dans les semaines qui ont suivi la découverte du dossier vert, je veux marquer une pause ici, parce que je veux être sûr que vous êtes toujours là avec moi. D'où vous regardez ce soir, votre ville, votre département, votre pays, laissez-le en commentaire ci-dessous. Je les lis vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été mis de côté par des gens à qui il avait tout ouvert, quelqu'un qui a été traité comme un obstacle par ceux qu'il avait le plus aimé, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, la chose dont on a le plus besoin, c'est d'entendre qu'on peut se relever de ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nouvelle histoire chaque jour. Et laissez-moi reprendre parce que ce qui suit, c'est la partie où j'ai commencé à comprendre l'étendue réelle de ce qui se passait. Les notes de ma femme m'avaient donné une direction. Il me fallait maintenant construire quelque chose de précis. Je suis de la génération de ceux qui ont appris à travailler avant d'apprendre à déléguer. Pendant 35 ans, j'ai tenu le domaine comme un agriculteur tient sa terre, en étant présent physiquement dans chaque partie de l'opération. Je connaissais chaque litre de vin produit, chaque client important, chaque fournisseur depuis ses débuts. J'avais une mémoire du domaine qui était aussi précise que celle de ma femme pour les chiffres, sauf qu'elle était dans les gestes plutôt que dans les colonnes. Cette mémoire allait s'avérer utile. Le premier appel téléphonique que j'ai passé, le lendemain matin du dossier vert, était à un homme que je connaissais depuis 1998. Henri Cazot, ancien inspecteur aux fraudes alimentaires à Bordeaux, parti à la retraite en 2015, qui cultivait maintenant quelques vignes, pour lui-même à Saint-Macaire, et avec qui j'avais partagé des repas de chasse pendant 20 ans. Henri avait passé une carrière à suivre les traces d'argent dans l'industrie agroalimentaire et viticole. Il était l'homme le plus calme que je connaisse dans les situations compliquées et le plus redoutable dans une confrontation parce qu'il ne perdait jamais son sang-froid. Il m'avait répondu à la première sonnerie comme s'il attendait mon appel. Je lui avais tout dit en 10 minutes. Les notes de ma femme, les virements, la société de l'Hérault, le nom d'Isabelle dans l'article de presse. Il m'avait écouté sans m'interrompre une seule fois, ce qui était sa façon habituelle de signifier que ce qu'on lui disait était sérieux. Quand j'avais fini, il avait dit «
Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu fais confiance à Théo pour les achats de matériel? J'avais répondu. Depuis 2015. Il y avait eu un silence. Puis il avait dit, retrouve-moi samedi. Apporte tout ce que ta femme t'a laissé. Et apporte aussi les relevés des comptes opérationnels depuis 2015. Pas un résumé. Les relevés complets. J'avais passé les 3 jours suivants à rassembler ces documents. Le domaine avait plusieurs comptes. Un compte courant principal pour les opérations courantes, vente, salaire, fournisseurs de base. Un compte d'investissement pour les achats importants, matériel viticole, barriques, équipement de chais. Un compte épargne que j'utilisais pour les provisions saisonnières. Et un 4e compte, plus récent, ouvert en 2016 sur proposition de Théo, destiné selon lui à faciliter les paiements rapides aux petits fournisseurs et prestataires occasionnels. Ce 4e compte, je l'avais accepté sans vraiment regarder pourquoi on en aurait besoin. Les paiements rapides aux petits fournisseurs, ça avait semblé raisonnable. Ça m'avait semblé raisonnable parce que je faisais confiance à mon fils et que la confiance, quand elle est réelle, a une façon de suspendre les questions inutiles. Rien n'est inutile dans une entreprise familiale que quelqu'un cherche à piller. Le samedi, chez Henri à Saint-Macaire, on a passé 6 heures à éplucher 400 pages de relevés. Henri avait apporté un grand bloc de papier quadrillé et des stylos de couleurs différentes. Rouge pour les sorties anormales, bleu pour les patterns récurrents, vert pour les correspondances temporelles entre différents comptes. C'était méthodique et précis, et légèrement épuisant, mais c'était aussi, pour la première fois depuis des semaines, quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Ce que nous avons trouvé allait plus loin que ce que ma femme avait documenté. Ces notes s'arrêtaient à 2020, l'année de son diagnostic. Entre 2020 et aujourd'hui, 2024, quelque chose avait changé dans les mouvements du compte numéro 4. Le volume des sorties avait augmenté. Les libellés étaient plus variés, comme si quelqu'un avait appris à ne pas répéter les mêmes formulations. Mais Henri avait une expérience qui transformait les variations en patterns. Il voyait les variations elles-mêmes comme une signature. La façon dont quelqu'un fait varier ses méthodes pour éviter la détection est en soi une façon de se signaler à quelqu'un qui sait regarder. Le total, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, s'établissait entre 190 000 et 210 000 euros selon la façon dont on interprétait certaines transactions ambiguës. Plus du triple de ce que ma femme avait documenté. Elle avait vu le début. Elle n'avait pas pu voir la suite. Henri avait posé son stylo et s'était servi un verre du vin que j'avais apporté. Un 2017 que je savais être l'un de mes meilleurs millésimes. Il avait bu une gorgée, il avait regardé la couleur dans la lumière de l'après-midi et il avait dit « Jean, tu as plusieurs problèmes. Le premier, c'est de savoir si ton fils savait. Le deuxième, c'est de récupérer ce que tu peux légalement. Le troisième, et c'est là que ça devient compliqué, c'est que si tu attaques directement, tu perds l'effet de surprise et tu risques que les preuves disparaissent avant que tu puisses t'en servir. » Il avait raison sur les 3 points. La question de Théo était celle qui me coûtait le plus. Pas parce que la réponse n'importait pas, mais parce que les 2 réponses possibles étaient également pénibles. S'il savait, c'était une trahison directe et délibérée de sa part. S'il ne savait pas, c'était qu'il avait laissé entrer dans notre vie une personne qui nous volait et qu'il n'avait rien vu. L'un était une faute morale, l'autre était une forme de complicité par négligence dont je n'étais pas sûr qu'elle soit moins blessante. Henri m'avait dit qu'on verrait à l'usage, que la façon dont Théo réagirait quand la vérité viendrait nous dirait tout ce qu'on avait besoin de savoir. J'avais rentré les documents à la maison ce soir, là dans 2 chemises cartonnées que j'avais rangées dans le fond de l'armoire du bureau de ma femme, sous ses vieux cahiers de comptabilité. Si quelqu'un cherchait, il aurait trouvé des archives comptables du domaine. Ce qu'il n'aurait pas vu immédiatement, c'était ce que ces archives disaient quand on les lisait comme ma femme les aurait lues. Les jours suivants, j'avais continué à vivre normalement. C'est-à-dire qu'Isabelle avait appelé 2 fois pour demander où en étaient les documents de succession. J'avais dit que Maître Bertrand prenait du temps pour une vérification de conformité de routine. Elle avait insisté.
J'avais dit qu'on était dans les délais normaux. Elle avait insisté encore. J'avais dit « Isabelle, la vigne n'a jamais poussé plus vite parce qu'on lui criait dessus. » Elle n'avait pas rien répondu. Théo avait appelé le lendemain. Il avait dit qu'il trouvait bizarre ce délai. Il avait dit ça sur un ton qui cherchait à être décontracté et qui ne l'était pas. J'avais dit que Maître Bertrand était consciencieux et que les choses importantes méritaient d'être bien faites. Théo avait dit « Bien sûr, papa », d'une façon qui m'avait appris quelque chose que je ne savais pas encore avec certitude. Il savait que quelque chose avait changé. Il ne savait pas quoi, mais il sentait que la fenêtre qu'il croyait avoir commençait peut-être à se fermer. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de comprendre précisément la structure de la société de l'Hérault. Henri avait un contact, un homme qu'il appelait Manceau, un commissaire aux comptes à Montpellier qui avait collaboré avec lui sur des dossiers de fraude viticole dans les années 2000. Henri lui avait envoyé un message. Manceau avait répondu en 48 heures. Ce qu'il avait trouvé dans les registres publics disponibles était significatif. La société s'appelait maintenant Vins du Haut-Béziers, immatriculée depuis 2022. Avant ça, elle s'était appelée Marchetti Vitivin de 2018 à 2022, et avant ça encore, de 2016 à 2018, consultant Sud Vitis. 3 noms, 3 immatriculations, un fil conducteur dans les documents officiels disponibles, une adresse de correspondance à Montpellier qui n'avait pas changé malgré les 3 changements de raison sociale. Le gérant déclaré de Vins du Haut-Béziers était un certain Mathieu Gros, domicilié dans le Gard. Mais dans les actes de création de Marchetti Vitivin en 2018, le nom de l'associée fondatrice était Isabelle Marchetti, avec une adresse parisienne qui était l'adresse de l'appartement que Théo et Isabelle occupaient à l'époque. Ce n'était plus une hypothèse, c'était un fait documenté dans les registres publics. Ma belle-fille avait créé une société de négoce viticole 2 ans après son mariage, en utilisant comme fonds de départ et de fonctionnement une partie de l'argent qu'elle prélevait sur mes comptes. Elle avait ensuite changé la structure juridique pour distancer son nom, d'abord par une cession de parts non publiquement visible dans les actes disponibles, puis par une nouvelle immatriculation. Elle avait construit quelque chose avec ce qu'elle m'avait pris, et elle était venue à ce déjeuner du dimanche lever une coupe de mon propre vin pour célébrer qu'elle allait bientôt avoir accès à tout le reste. J'ai marché dans les rangs de vignes cet après-midi-là pendant 2 heures. Le soleil de décembre était bas, presque horizontal. Il traçait des ombres longues entre les rangs et donnait à la terre cette couleur d'ocre sombre que j'aime particulièrement en hiver, parce qu'elle ressemble à ce que la terre est vraiment quand elle n'a pas à nourrir autre chose qu'elle-même. J'ai posé la main sur plusieurs souches. Certaines avaient 30 ans. Elles étaient là depuis que j'avais planté avec mon père. Elles avaient cette dureté particulière du bois âgé, dense et immobile, sans fragilité apparente, le genre de matière qui a accumulé assez d'années pour ne plus avoir besoin de prouver qu'elle est solide. Je me suis assis sur un muret en bout de rang. Il devait faire 4 degrés. Je ne le sentais pas vraiment. J'ai pensé à ma femme. Elle avait vu tout ça. Elle avait vu ce que je ne voulais pas voir. Elle avait documenté en silence pendant des années sans me le dire parce qu'elle savait que je n'étais pas prêt. Parce qu'elle savait que la chose la plus difficile pour un père n'est pas de voir la malveillance d'un étranger, mais de voir la complicité possible d'un enfant. Elle avait attendu que je sois prêt, et quand elle avait compris qu'elle n'aurait plus le temps d'attendre, elle avait préparé tout ce dont j'allais avoir besoin et l'avait mis dans les mains de Maître Bertrand, avec une lettre qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Je lui avais dit au revoir dans une chambre d'hôpital de Bordeaux, le 4 février 2021, à 6 heures du matin, la main dans la sienne qui était déjà froide depuis la veille. Je lui avais dit que le domaine serait en sécurité. Je lui avais dit ça parce que c'est ce qu'on dit. Je ne savais pas encore à quel point c'était difficile à garantir. Maintenant je savais. Et je savais aussi ce qu'il me restait à faire. La modification que j'avais en tête était simple dans son principe et redoutable dans ses effets. Je ne retirais pas Théo de la succession. Je ne contestais pas le mariage. Je ne portais pas encore plainte, ce qui aurait alerté Isabelle et potentiellement fait disparaître des preuves. Je faisais une seule chose. Je rendais la succession conditionnelle à une gestion prouvée et vérifiée par un conseil indépendant sur une durée de 3 ans.
Si Théo gérait bien le domaine, les employés conservés, les valeurs respectées, la qualité maintenue, la cession s'effectuait normalement. Si ce n'était pas le cas, le domaine passait sous le contrôle d'une fondation que je créerais. Cette fondation n'enrichirait personne. Elle maintiendrait le domaine en activité conformément à ses valeurs fondatrices et distribuerait ses bénéfices à des programmes de formation viticole pour les jeunes en milieu rural. La cave de vieillissement, les souches de 30 ans, la réputation construite en 35 millésimes. Tout ça resterait intact. Isabelle n'hériterait rien qui ne mérite d'être gardé. Maître Bertrand avait rédigé la clause en 3 jours. Il avait dit que c'était légalement irréprochable. Il avait dit également, avec la sobriété d'un homme qui choisit ses mots comme ma femme choisissait ses chiffres, que c'était élégant. Je n'avais pas cherché l'élégance. J'avais cherché la justice. Parfois les deux coïncidents. Le jour de la formalisation était fixé au vendredi 17 janvier. Dans les 2 semaines précédentes, j'avais continué à vivre normalement. Isabelle avait recommencé à venir au domaine, à faire des commentaires sur l'aménagement du bureau que Théo occuperait, à parler de voyages représentatifs qu'elle organiserait pour internationaliser la marque. Elle avait demandé à voir la liste complète des clients actuels. J'avais dit que cette liste serait remise au gérant le jour de la prise de fonction effective. Elle avait dit que ça semblait administrativement lourd. J'avais dit que les choses importantes méritaient d'être bien faites. Théo regardait ces échanges avec une expression que j'essayais de lire correctement. Il y avait en lui quelque chose qui ressemblait à de l'inconfort. Pas de la honte. Pas encore. Mais un malaise diffus comme celui d'un homme qui sait que quelque chose ne se passe pas tout à fait comme prévu sans comprendre précisément pourquoi. Je veux vous poser une question avant de continuer. Il y a probablement des gens qui regardent ceci en ce moment et qui se reconnaissent dans une de ces positions, peut-être celle du père, peut-être celle du fils qui est entre deux, peut-être celle de quelqu'un qui a vu quelque chose d'injuste et qui ne sait pas quoi faire. Si c'est vous, d'où vous regardez? Votre ville, votre région. Laissez-le dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, partagez. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Un like si cette histoire a compté pour vous ce soir. Je suis presque à l'endroit où tout a changé, et je ne veux pas le raconter à la va-vite, parce que cette partie mérite qu'on lui donne le temps qu'elle mérite. Le soir du jeudi 16 janvier, la veille de la formalisation, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de ma femme. J'ai ouvert la dernière bouteille du millésime 2020, le dernier que nous avions produit ensemble. Elle était trop jeune pour être à son apogée, elle avait encore 10 ans devant elle pour ouvrir complètement. Mais je l'ai ouverte quand même. Je l'ai laissée carafer pendant 1 heure. Je me suis assis dans le fauteuil vert du bureau de ma femme, avec un verre que j'avais posé sur son cahier de comptabilité, 2020, le dernier. J'ai bu ce vin en silence. Il goûtait ce que goûte une vigne qui a souffert, mais qui a tenu. L'année 2020 avait été difficile. Du mildiou en juin, des nuits trop fraîches en septembre qui avaient retardé la maturité. On avait récolté plus tard que d'habitude. Ma femme était déjà malade, mais elle était venue aux vendanges quand même, assise sur un transat dans les rangs, à regarder les gens travailler avec cet air de quelqu'un qui fait le tour de ce qu'elle a aimé. Elle avait goûté le mout en cuve, et elle avait dit « Celui-là sera meilleur que vous ne pensez. Il a appris quelque chose pendant l'été. » Elle avait raison, comme toujours. Le vin goûtait le courage tranquille des choses qui ont tenu malgré ce qui s'est passé. J'ai posé le verre vide sur le cahier. J'ai dit bonne nuit à la pièce en entier, à la façon dont on dit bonne nuit à quelqu'un qui n'est plus là, mais dont la présence reste dans les objets qu'il a touchés et les pièces où il a pensé. Le lendemain matin, j'ai mis ma veste de velours côtelé brun que je réserve pour les occasions sérieuses. J'ai pris le dossier vert sous le bras, pas parce que j'en avais besoin chez le notaire, mais parce que je voulais qu'il soit avec moi, et je suis allé signer. Quand Isabelle est entrée dans le bureau de Maître Bertrand ce matin-là, elle portait un tailleur gris perle et les boucles d'oreilles en or que je lui avais vues lors du repas de fiançailles. Un cadeau de sa propre mère, je crois. Elle avait cet air de quelqu'un qui arrive à une cérémonie organisée pour eux et qui sait déjà comment elle va se terminer. Elle a serré la main de Maître Bertrand avec une assurance légèrement trop prononcée,
la poignée de main de quelqu'un qui veut que l'autre sente qu'il est égal à lui. Théo était à côté d'elle, en veste sombre, plus silencieux que d'habitude. Il m'avait regardé en entrant, et j'avais remarqué qu'il ne cherchait pas à croiser mes yeux trop longtemps. Quelque chose dans son expression m'avait dit qu'il avait mal dormi. Maître Bertrand avait commencé par les préliminaires habituels, les identités, les références cadastrales du domaine, l'évaluation. Puis il avait pris le document de succession et l'avait posé sur la table. Il avait dit « Je vais vous lire l'intégralité du document conformément à la procédure. Je vous demanderai d'être attentif à la clause additionnelle de l'article 7. » Isabelle avait hoché la tête avec l'air de quelqu'un à qui on annonce une formalité. Maître Bertrand avait commencé à lire. Sa voix de notaire, posée et régulière, avait avancé à travers les articles standards sans s'arrêter. Puis il était arrivé à l'article 7. Il avait lu la clause dans son entier, calmement, sans intonation particulière. Juste les mots, précis et irréversibles, qui définissait ce qu'il fallait faire pour recevoir le domaine et ce qui se passerait si les conditions n'étaient pas remplies. Quand il avait eu fini, il y avait eu un silence. Puis Isabelle avait dit « Qu'est-ce que ça signifie exactement ?» Maître Bertrand avait dit « Ça signifie exactement ce que ça dit. » Théo avait levé les yeux vers moi pour la première fois depuis le début de la réunion. Et moi, j'avais regardé mon fils avec les mêmes yeux que mon père m'avait regardé le jour où j'avais signé l'acte d'achat de mes premiers hectares supplémentaires. Pas des yeux de jugement, des yeux de père qui regarde son enfant arriver à un moment décisif et qui attend de voir ce qu'il va faire de ce moment. Théo avait dit à voix basse « Papa, est-ce que tu as ajouté quelque chose ?» J'avais dit « Oui ». Il avait dit « Pourquoi ?» J'avais dit parce que ce que j'ai construit mérite d'être protégé, et parce que ta mère avait raison. Il m'avait regardé sans rien dire pendant ce qui m'avait semblé très long. Isabelle avait sorti son téléphone, probablement pour appeler son propre conseil. Maître Bertrand avait dit qu'elle était bien sûr libre de consulter un avocat et que le document resterait tel qu'il était dans l'intervalle. Ce qui s'est passé ensuite, ce que j'ai vu sur le visage de mon fils dans les minutes qui ont suivi, c'est ce que je garderai peut-être le plus longtemps avec moi de toute cette histoire. Mais ça, je vous le raconterai en détail dans la suite. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que les 35 années que j'avais passées à construire le domaine Morel ne m'avaient pas seulement appris à faire du vin. Elles m'avaient appris quelque chose que ma femme avait su avant moi et avait attendu que je sache aussi, que les choses qu'on bâtit vraiment ne se défendent pas par la force ni par la colère. Elles se défendent par la précision et par la patience et par cette qualité particulière d'un homme qui a assez vécu pour savoir que le temps long travaille toujours du côté de la vérité. J'avais 62 ans ce matin-là dans le bureau de Maître Bertrand. Je me sentais exactement l'âge qu'il fallait pour faire ce que je faisais. Il y a des choses que le temps ne règle pas. Il y a des choses que le temps transforme, simplement, en quelque chose de différent de ce qu'elles étaient. La blessure devient une cicatrice. La cicatrice devient une ligne sur la peau qui est là, qu'on peut toucher, qu'on peut voir quand la lumière est bonne, mais qui ne fait plus mal de la même façon. Pas parce que la douleur avait tort d'être là, mais parce que le corps a fait son travail et que le travail du corps, c'est toujours de continuer. Cela fait maintenant 9 mois que les vendanges de septembre ont eu lieu. 9 mois que Théo est revenu au domaine, pour la première fois vraiment, sans Isabelle, avec un sac de voyage et 2 mains qui avaient oublié le travail et ont dû se souvenir. 9 mois que j'ai regardé mon fils reprendre contact avec quelque chose que je n'avais pas su lui transmettre à temps et qu'il était en train de se transmettre à lui-même. Je veux vous parler de ce que ces 9 mois ont été. Pas en résumé, en vrai, parce que dans les histoires qu'on raconte, la partie qui vient après la confrontation est souvent traitée comme une annexe. La justice est rendue, le méchant est exposé, le héros rentre chez lui et la vie reprend. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui vient après est une autre histoire. Pas dramatique, mais profonde. Et c'est peut-être la partie qui compte le plus. Théo a eu des jours faciles et des jours très difficiles depuis septembre. Les jours faciles, c'étaient les jours où il travaillait dans les chais avec Rémi et où il rentrait le soir avec les habits qui sentaient le bois de barrique et le vin en fermentation
et une façon de tenir les épaules que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent et qu'il passait ses étés ici. Les jours difficiles, c'étaient les jours où quelque chose le rattrapait. Un souvenir. Une conversation replayed dans sa tête. Une réalisation nouvelle sur une chose qu'il avait laissé passer pendant trop longtemps. Dans ces jours-là, il avait parfois l'air d'un homme qui porte quelque chose de lourd, sans savoir exactement où le poser. Je n'essayais pas de lui dire quoi ressentir. Ce n'est pas le rôle d'un père d'indiquer à un fils adulte comment traverser ses propres ruines. Mon rôle était d'être là, disponible, avec du café, avec un travail à faire ensemble quand le travail aidait, et du silence quand le silence aidait mieux. Il y a eu une soirée en novembre, 3 mois après les vendanges, qui restera avec moi longtemps. On était dans le bureau, après dîner. Théo avait apporté quelques dossiers que Maître Bertrand lui avait envoyés concernant les premières étapes de la succession reformulée. Il les avait parcourus avec moi. On avait discuté d'un détail technique concernant la valorisation d'une parcelle. Et puis, à un moment, sans transition particulière, Théo avait posé le dossier et avait dit « Papa, est-ce que tu pensais que j'allais finir par choisir correctement ?» J'avais regardé les rangs par la fenêtre. Il faisait nuit, depuis longtemps dehors. Les rangs étaient invisibles, mais je les connaissais assez pour les voir quand même dans le noir. J'avais dit « Je ne savais pas, mais j'espérais. » Il avait hoché la tête. Puis il avait dit « Est-ce que tu m'en veux encore ?» J'avais réfléchi à cette question avant de répondre. Pas pour trouver la bonne réponse, mais pour lui donner la vraie. J'avais dit « Tu m'as coûté quelque chose. Ta cécité m'a coûté des mois et de l'énergie et des nuits qui auraient pu être différentes. Et ça ne disparaît pas parce que tu as finalement vu. Mais la colère que j'aurais pu avoir contre toi ne serait pas juste non plus. Parce que tu n'as pas fait ça. Tu as laissé se passer quelque chose que tu n'avais pas voulu regarder. C'est différent. Et je connais assez les hommes pour savoir que cette différence-là compte. » Il avait regardé la table. Puis il avait dit « J'aurais dû regarder. » J'avais dit « Oui. » Un silence. J'avais dit « Et maintenant tu regardes. » Alors on continue. Ce n'était pas un pardon formulé avec des mots de pardon, mais c'était quelque chose de plus réel que les mots de pardon souvent ne le sont. C'était la reconnaissance commune que quelque chose de cassé peut être retravaillé. Pas rendu neuf. Retravaillé. Comme on retravaille un vin qui a failli devenir vinaigre et qu'on rattrape au bon moment avec le bon geste. Ce n'est plus le même vin qu'il aurait été, mais c'est quelque chose de possible et de vrai. Je veux m'arrêter ici une seconde parce que je sens que certains d'entre vous qui suivent cette histoire depuis le début portent peut-être eux-mêmes quelque chose de semblable. Soit la position du père, soit la position du fils, soit d'avoir été celui qui a dû regarder en face ce qu'un proche lui avait fait, soit d'avoir été celui qui a regardé de côté pendant trop longtemps et qui vit maintenant avec ce qu'il a laissé passer. Je ne sais pas qui vous êtes ce soir, mais je sais que ces deux positions existent dans presque chaque famille, à un moment ou à un autre. Et ce que je veux vous dire à vous deux, au père et au fils de cette histoire, c'est que le chemin qui mène de la rupture vers quelque chose de nouveau n'est pas une ligne droite. Il ressemble davantage à la croissance d'une vigne. Des directions inattendues, des retours en arrière apparents, et puis une structure qui tient. D'où vous regardez en ce moment? Votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires. Je les lis vraiment, chacun d'eux. Et si quelqu'un dans votre entourage traverse une rupture familiale qui lui semble irréparable, partagez cette vidéo avec lui. Pas pour lui donner des conseils, juste pour lui dire que d'autres sont passés par là et s'en sont sortis. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Un like si vous êtes encore là avec moi ce soir. Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec le dossier vert. Le dossier vert de ma femme est maintenant dans l'armoire du bureau, sur l'étagère du haut, entre le dernier cahier de comptabilité de 2020 et une boîte métallique qui contient les photos de nos premières vendanges en 1987. Je ne l'ai pas rangé immédiatement après la confrontation de la brasserie. Je l'ai gardé sur le bureau encore plusieurs semaines, visible, présent, comme un outil qu'on ne repose pas avant d'être sûr qu'on n'en aura plus besoin. Le jour où je l'ai mis dans l'armoire,
C'était un dimanche de juillet. Théo était là ce dimanche-là. On avait passé la matinée ensemble dans les vignes à regarder l'état des raisins qui grossissaient, bien malgré une sécheresse de mi-juillet, qu'on avait traversée avec des irrigations ciblées sur les jeunes vignes. À midi, on avait mangé dans la cuisine du domaine. Une chose simple, du pain et du fromage, et un verre du millésime 2022 que j'avais ouvert parce que le soleil était bon et qu'il me semblait que le moment méritait quelque chose de bon. L'après-midi, je suis entré dans le bureau de ma femme. Théo était dehors à téléphoner à quelqu'un. J'ai pris le dossier vert. Je l'ai tenu dans les mains un moment. J'ai pensé à la façon dont Maître Bertrand me l'avait remis, à la façon dont l'écriture de ma femme sur la couverture m'avait regardé, à ce qu'il m'avait coûté de l'ouvrir et à ce qu'il m'avait donné de faire. J'ai dit une dernière fois quelque chose à voix haute en tenant ce dossier. Pas une longue phrase, juste merci, adressée à une femme qui avait préparé ce qu'il fallait au moment où elle aurait pu n'avoir les yeux que pour ce qu'elle était en train de traverser. Puis, j'ai mis le dossier dans l'armoire, et j'ai refermé la porte de l'armoire. Et je suis sorti dans le soleil de juillet rejoindre mon fils. La procédure pénale suit son cours, comme les procédures font. Lentement, méthodiquement, avec les délais qu'impose un système qui ne se précipite jamais et qui a ses raisons de ne pas se précipiter. Isabelle est représentée par son conseil. L'associé de l'héros est impliqué également dans la procédure en cours. Je ne vous donnerai pas de détails sur ce qui n'est pas encore terminé, parce que la justice en cours n'appartient pas au récit avant d'être rendue. Je dirai simplement que le rapport Fontaine existe, que le témoignage de Madame Corneau existe, que les cahiers de ma femme existent, et que ces choses qui existent ne disparaissent pas. Ce qui importe pour la suite du domaine, c'est ce que les 9 mois ont construit. Théo est maintenant présent au domaine 4 jours par semaine. Il a repris une formation en œnologique à Bordeaux, une formation courte pour les professionnels du vin qui veulent approfondir leur compréhension technique. Il y va 2 matins par semaine. Les autres jours, il est dans les chais avec Rémi, ou dans les vignes avec les équipes de taille, ou dans le bureau à reprendre la comptabilité avec une rigueur que je ne lui connaissais pas, et qui me rappelle, quand je le regarde travailler, quelque chose de sa mère dans la façon de tenir un stylo au-dessus d'une colonne de chiffres. Il y a 3 semaines, il m'a montré un projet qu'il avait commencé à développer. Pas un grand plan de rénovation ni une refonte de l'image du domaine. Quelque chose de plus modeste et de plus juste. Un partenariat avec 2 lycées agricoles de la région pour accueillir des stagiaires en viticulture chaque printemps, leur faire passer les vendanges et les former au travail de chai. Il m'avait présenté ça simplement, avec des détails précis sur les coûts et les bénéfices attendus et les contacts qu'il avait déjà pris avec les établissements. Je l'avais regardé finir sa présentation. Puis je lui avais dit « C'est bien ». Non, enfin, ce n'est pas grand-chose comme réponse, 2 mots. Mais Théo avait entendu ce qu'il contenait, parce que les pères et les fils qui se connaissent depuis longtemps savent que dans certaines familles, 2 mots dits d'une certaine façon à un certain moment valant bien plus que 20. Il avait hoché la tête. Et on avait reparlé du projet en détail pendant 1 heure. Je veux vous parler maintenant des employés du domaine. Parce que cette histoire aurait pu avoir un effet sur eux, et je veux vous dire qu'elle n'en a pas eu, ou plutôt qu'elle en a eu un que je n'attendais pas. Rémi le sait, évidemment. Rémi sait tout ce qui se passe dans ce domaine depuis 16 ans. Pas parce qu'on lui dit tout, mais parce qu'il fait partie de ces gens qui comprennent ce qui se passe autour d'eux sans avoir besoin qu'on l'articule. Il n'a rien dit pendant toute cette période. Il a travaillé. Il a maintenu le niveau de qualité des vins. Il a accueilli Théo en septembre avec la même absence de cérémonie qu'il aurait accordée à n'importe quel nouveau collègue, ce qui était exactement ce qu'il fallait faire. La semaine dernière, il est venu me voir dans les chais après la dégustation du matin. Il m'a dit, avec l'économie de mots qui lui appartient, « Le 2023 va être bon, patron. Peut-être le meilleur depuis longtemps. » J'ai goûté de nouveau le vin qu'on avait en élevage. Un rouge dense avec quelque chose d'encore fermé mais de prometteur dans les tanins, la façon dont il s'arrondissait déjà sur la fin de bouche. J'ai dit « Je pense que tu as raison ». Il a dit « Le jeune fait du bon boulot aussi ». Par le jeune, il voulait dire Théo. Théo qui a 37 ans et qui est le fils du patron et qui apprend le travail pour la 2e fois.
Rémi l'appelait le jeune parce que dans les chais, on est jeune ou vieux selon ce qu'on sait et non selon le nombre d'années qu'on a. J'ai dit « oui ». Rémi est retourné à son travail. Parfois, c'est comme ça que les choses importantes se passent dans un domaine viticole, dans des phrases courtes autour d'un verre. Pas de discours, pas de cérémonie, juste la reconnaissance tranquille que quelque chose est en train de marcher. Le cahier de comptabilité de 2024 a été ouvert en janvier par Théo. C'est lui qui le tient maintenant. Pas à la main comme sa mère le faisait. Sur ordinateur, avec un logiciel de gestion que nous avions depuis des années, mais que j'utilisais moins rigoureusement que je n'aurais dû. Mais il a gardé une chose de la façon de faire de sa mère. Il imprime les relevés mensuels et les range dans des chemises numérotées, avec des annotations manuscrites dans la marge, pour les choses qui lui semblent mériter une note. Je l'ai vu faire ça la première fois en février et je n'ai rien dit. Mais j'y ai pensé toute la journée. Sa mère aurait su ce que ça voulait dire. Je sais ce que ça veut dire aussi. Je dois m'arrêter ici pour vous dire quelque chose directement, à vous qui avez été là depuis le début de cette histoire. Pas depuis le bloc 1, depuis la première seconde. Vous avez passé du temps avec un vieux vigneron de l'Entre-deux-Mers ce soir, et je ne prends pas ça à la légère. Vous auriez pu regarder autre chose. Vous auriez pu vous arrêter au milieu. Vous êtes resté. D'où vous regardez ce soir? Votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires, parce que je veux savoir où cette histoire a voyagé. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Il y a quelqu'un qui regarde ça à 6 heures du matin avant d'aller au travail. Il y a quelqu'un qui regarde ça à minuit passé parce que quelque chose l'a empêché de dormir. Si c'est vous, je suis content que vous soyez là. Mettez un like si cette histoire a compté pour vous ce soir. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et certaines de ces histoires vous attendent sans que vous le sachiez encore. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de défendre ce qu'on a bâti, partagez cette vidéo avec lui. Pas pour les convaincre de quoi que ce soit. Juste pour leur montrer qu'un vieux vigneron bordelais l'a fait et qu'il est encore debout. Je reprends. Ma femme m'avait laissé une lettre dans le dossier vert. Je vous ai dit au début de cette histoire que cette lettre se terminait par quelque chose que je garderai pour le reste de ma vie. Je ne vous avais pas dit quoi. Je vous le dis maintenant parce que c'est le bon moment. La dernière phrase de la lettre de Marie-Reine Morel, née de la Cour, écrite en septembre 2020 dans le bureau, qui est maintenant le bureau où Théo tient sa comptabilité, était celle-ci. Elle avait écrit, de son écriture serrée et nette, qui ne variait pas même quand tout le reste de son corps vacillait, « Le vin que tu n'as pas encore fait est le plus beau vin que tu feras jamais. Ne laisse personne te voler les vendanges qui viennent. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Ce n'est pas de la fierté, c'est simplement que ma génération a été formée d'une façon qui ne facilitait pas l'expression de ce genre de choses. Les hommes de mon âge ont appris à tenir. On nous a appris que tenir était une qualité. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais j'ai appris depuis que tenir et ressentir ne sont pas opposés, qu'un homme peut tenir et ressentir en même temps, que les deux ensemble sont même plus forts que l'un sans l'autre. Le matin où j'avais lu cette phrase pour la première fois, j'avais posé la lettre sur le bureau, et j'étais resté un long moment, les mains à plat sur la table, à regarder rien de particulier, à sentir quelque chose dans la poitrine qui ressemblait à ce que la vigne doit ressentir au tout début du printemps, quand la sève commence à monter depuis les racines et que les premiers bourgeons apparaissent sur le bois. Pas encore visible pour qui ne regarde pas de près, mais là, vivant, engagé. Le vin que je n'avais pas encore fait. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un vigneron. Pas vous rappeler ce que vous avez produit, vous projeter vers ce que vous allez encore produire. Ma femme avait fait ça à la fin de sa vie, à un moment où tout aurait pu se tourner vers le passé. Et elle m'avait regardé vers l'avant. Elle m'avait dit que ce qui venait était encore plus beau que ce qui était. Je ne sais pas si elle avait raison. Je n'ai pas encore assez de recul pour savoir si le millésime qui vient est le meilleur. Mais je sais que je vais faire ce millésime, et celui d'après, et que quelqu'un qui porte son nom dans ses habitudes de travail va faire ceux qui viendront encore après. Ma sœur Agnès m'a appelé il y a 2 mois.
Je ne vous avais pas beaucoup parlé d'Agnès dans cette histoire parce qu'elle n'en était pas le centre. Mais elle existait là quand même, présente dans la scène du déjeuner du dimanche, présente dans ma conscience pendant toute cette période comme quelqu'un qui savait certaines choses et choisissait ses mots avec soin. Elle m'avait appelé pour me dire qu'elle regrettait de ne pas avoir parlé plus tôt, qu'elle avait vu des choses pendant des années qui l'avaient rendue mal à l'aise, sans qu'elle sache exactement pourquoi, qu'elle avait choisi de ne pas intervenir parce qu'elle avait peur de se tromper et peur de créer des conflits que personne ne voulait. Je lui avais dit que je comprenais. Elle m'avait dit « Tu ne m'en veux pas ?» J'avais dit « Agnès, les familles sont pleines de gens qui voient des choses et se taisent par peur d'avoir tort. Ce n'est pas un défaut, c'est de la prudence. Ce qui a tort, c'est la situation qui met les gens dans cette position, pas les gens. » Elle avait été silencieuse un moment, puis elle avait dit « Marie-Reine aurait dit exactement la même chose. » J'avais dit « Je sais. » On avait parlé encore une vingtaine de minutes de choses ordinaires, des nouvelles de sa famille, un voyage qu'elle planifiait, un livre qu'elle lisait, les choses de la vie quotidienne qui reprennent leur place, quand ce qui les avait comprimées pendant un temps commence à se résoudre. À la fin de l'appel, elle avait dit « Je vais venir aux vendanges cette année. Si ça ne dérange pas », j'avais dit « Les vendanges du domaine Morel ont toujours été ouvertes à la famille. » Elle avait dit « Merci ». J'avais dit « Bonne nuit, Agnès ». Il y a quelque chose que cette histoire m'a appris sur l'âge que je veux vous dire maintenant. Pas comme une leçon morale sortie d'un manuel, comme quelque chose que j'ai vécu dans mon propre corps et dans mes propres décisions pendant ces 19 mois. On m'a dit que j'étais vieux, pas directement dans la plupart des cas, indirectement, dans la façon dont on qualifiait mon deuil de prolongé, dans la façon dont Isabelle avait construit un récit préventif sur ma confusion supposée, dans la façon dont la demande de tutelle avait été formulée, dans la façon dont les gens autour de la table ce dimanche de novembre avaient baissé les yeux quand elle avait levé son verre en mon honneur, ou plutôt en mon mépris. Mon âge était censé être ma faiblesse. Et voilà ce que j'ai découvert. Mon âge était exactement l'inverse. Pas parce que je suis plus fort physiquement qu'un homme de 30 ans. Je ne le suis pas. Mes genoux me rappellent chaque matin au réveil ce que les hivers dans les vignes coûtent sur le long terme. Pas parce que ma mémoire est infaillible. Elle ne l'est pas. Certains noms me viennent moins vite qu'avant. Mais j'ai 58 ans et j'ai dans ma tête une bibliothèque que les années ont constituée. J'ai vu des contrats de mauvaise foi de très près dans ma vie professionnelle. J'ai vu des partenariats qui semblaient solides se révéler creux au premier vrai test. J'ai vu des gens que tout le monde estimait se révéler différents quand les conditions changeaient. Et j'avais un réseau de gens qui me connaissaient depuis 20 ans, 30 ans, qui avaient fait leur chemin eux-mêmes et qui pouvaient répondre quand j'appelais parce que la confiance entre nous s'était constituée sur des décennies de traversées communes. Henri Cazot n'aurait pas répondu à un homme de 30 ans qu'il ne connaissait pas. Il a répondu à Jean Morel parce que Jean Morel et lui avaient partagé des repas de chasse pendant 20 ans et que la valeur d'une parole se mesure dans le temps et non dans l'instant. Manceau n'aurait pas travaillé sur ce dossier pour quelqu'un sans réputation dans les milieux où il travaille. Il l'a fait parce que Henri lui avait dit qui j'étais. Maître Bertrand n'aurait pas gardé le dossier vert de ma femme pendant 3 ans sans l'ouvrir si je n'avais pas été quelqu'un en qui il avait confiance depuis 25 ans. Madame Corneau n'aurait peut-être pas parlé si elle n'avait pas vu pendant des années un homme qui travaillait son domaine avec honneur et qui avait aimé sa femme de façon visible et simple. Ces gens-là m'ont aidé à gagner ce que j'avais à gagner. Et ils m'ont aidé précisément parce que j'avais eu le temps de les connaître et d'être connu d'eux. Ce temps-là, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le simuler. Il s'accumule comme les années de bois dans une vieille souche. On ne le voit pas croître. On le découvre utile quand on en a le plus besoin. À vous qui êtes en train de construire votre vie, qui avez 25 ans ou 35 ans ou 45 ans, et qui pensez parfois que les années passent trop vite et qu'il faudrait aller plus vite encore, je veux vous dire quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre quand j'avais votre âge. Les années que vous passez à construire des choses honnêtement, à traiter les gens avec respect, à honorer votre parole, à vous montrer présent quand les autres en ont besoin,
Ces années ne sont pas perdues dans l'attente de quelque chose de plus grand. Elles sont le quelque chose de plus grand. Elles constituent la personne à qui les gens répondront quand ce sera votre tour d'avoir besoin. Je veux m'arrêter ici une dernière fois avant de finir pour vous poser une question. Une seule. Au cours de cette histoire, j'ai mentionné plusieurs fois le dossier vert que ma femme m'avait laissé. Ce dossier était l'objet autour duquel toute cette histoire a tourné. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à Théo ce qu'il pensait qu'on devait en faire. Il m'a dit qu'il pensait qu'on devait le garder, pas comme une preuve, comme un souvenir de la façon dont sa mère avait pensé à son père même dans ces derniers mois. Je lui ai dit qu'il avait raison, et j'ai fermé l'armoire. Ce mot que je vais vous demander de laisser dans les commentaires, il vient de ce dossier vert. Il vient de cette lettre. Il vient de ce que ma femme m'a appris sur la façon dont les gens qui vous aiment préparent parfois pour vous des choses que vous ne saurez pas qu'il vous fallait avant d'en avoir besoin. Le mot est « préparer ». Si vous avez vraiment écouté cette histoire depuis le début, vous comprenez exactement pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Pas la vengeance, pas la justice. Préparer. Parce que c'est ce que ma femme avait fait. Et parce que c'est ce que cette histoire est vraiment. L'histoire d'une femme qui a préparé pour son mari ce dont il avait besoin et d'un homme qui a eu la sagesse de l'utiliser. Laissez préparer dans les commentaires si vous étiez là jusqu'au bout. Je veux voir d'où ce mot arrive ce soir. De quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde francophone un vieux vigneron de l'entre-deux-mers est entendu. Je veux vous parler une dernière fois du domaine lui-même. Pas de ses chiffres, ni de ses procédures, ni de ses documents. Du domaine comme endroit. Ce matin, avant de commencer à vous raconter la fin de cette histoire, je suis sorti de bonne heure sur la terrasse avec ma tasse de café. La vieille tasse en faïence bleue. Le fond fendu réparé par le potier de Libourne il y a des années. Le café était chaud et le matin était frais de cette façon particulière des matins de printemps dans le Bordelais. Une fraîcheur qui ne durera pas, mais qui est agréable précisément parce qu'on sait qu'elle ne durera pas. Les rangs de vignes sont devant moi depuis que je me suis levé. Les jeunes pousses de cette semaine sont d'un vert qui n'existe dans aucun autre contexte que la vigne au débourrement. Un vert très léger, presque translucide quand le soleil du matin le traverse de côté. Ce vert-là, je le connais depuis l'enfance. Depuis l'époque où je regardais mon père marcher les rangs à cette heure-ci avec son café dans une thermos en métal gris. Mon père. Mon grand-père. Son père à lui. Les vignes qu'Émile Morel avait plantées en 1937 sur des terres que personne ne voulait parce qu'il avait vu ce que les autres ne voulaient pas voir. Quelqu'un avait pensé que cette histoire était terminée, que le vieux inutile allait signer, que les vendanges à venir appartiendraient à quelqu'un qui n'avait pas la patience de les attendre, mais seulement l'appétit de les consommer. Les vendanges à venir m'appartiennent, pas à moi seul, à mon fils, à Rémi et aux 18 employés permanents qui reviennent ici chaque matin depuis des années, à la mémoire de ma femme qui comptait les colonnes dans ses cahiers pour que personne ne puisse dire qu'elle n'avait pas fait son travail, à mon grand-père qui a acheté cette terre contre l'avis de tout le monde, et à son père à lui qui lui avait appris ce que vaut un travail honnête dans un monde qui ne récompense pas toujours l'honnêteté, mais qui finit par ne plus pouvoir l'ignorer. Je vais vous dire quelque chose que je n'aurais pas dit il y a 2 ans. Je suis content d'avoir 58 ans. Pas résigné. Pas réconcilié avec l'âge comme on se réconcilie avec quelque chose de difficile. Content. Parce que 58 ans dans un domaine comme celui-ci, ça veut dire 35 millésimes produits, et appris et corrigés et améliorés. 35 cycles complets de vie et de mort et de renaissance dans ses rangs. 35 fois où j'ai vu le même sol produire quelque chose de différent selon ce que l'année avait décidé. Et 35 fois j'ai appris quelque chose que je n'avais pas su l'année d'avant. Un homme de 30 ans n'a pas ça. Pas encore. Et c'est très bien comme ça. Sa force à lui est autre. Sa vitesse, son énergie, sa capacité à rebondir vite. Mais ma force à moi est différente. Ma force est dans ce que les années ont déposé. Et cette force-là, personne ne peut me la prendre parce qu'elle est dans le corps et dans la mémoire et dans le réseau de relations honnêtes que les décennies constituent. Mon âge était leur argument. Mon âge était mon arme.
et c'est peut-être la leçon la plus importante de tout ce que je vous ai raconté ce soir. Je veux maintenant m'adresser à quelqu'un de particulier parmi ceux qui regardent. Pas à tout le monde, à quelqu'un de précis. Si vous êtes un homme ou une femme de plus de 50 ans ce soir, si vous regardez cette histoire parce que vous traversez quelque chose qui ressemble à ce que j'ai traversé, si vous sentez que quelqu'un autour de vous traite vos années d'expérience comme un handicap plutôt que comme un atout, je veux que vous entendiez ceci directement. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous battre pour ce que vous avez construit. Vous n'êtes pas trop fatigué pour voir clairement. Vous n'êtes pas trop en deuil pour prendre des décisions sensées. Vos instincts, formés par des décennies de vie réelle, valent plus que n'importe quelle analyse superficielle d'une personne qui n'a que la moitié de votre expérience. Ce que vous avez vécu n'est pas derrière vous, c'est avec vous. Et c'est avec vous que vous allez au combat, si combat il doit y avoir. Ce que ma femme a vu, elle l'a vu parce qu'elle avait passé 22 ans à tenir les comptes de ce domaine et à apprendre à lire les chiffres comme une langue. Ce qu'Henri a compris au téléphone, il l'a compris parce qu'il avait passé 30 ans à analyser des schémas de fraude dans son métier. Ce que Maître Bertrand a rédigé, il l'a rédigé parce qu'il avait 25 ans d'expérience des successions familiales et de ce qu'elles cachaient parfois. L'expérience accumulée n'est pas un poids à porter, c'est un outil à utiliser. Et les gens qui essaient de vous convaincre du contraire le font précisément parce qu'ils savent que si vous utilisez cet outil correctement, leur position devient intenable. Il y a une chose que j'ai envie de dire aussi à ceux qui sont dans la position de Théo dans cette histoire, à ceux qui ont regardé de côté pendant trop longtemps parce que regarder en face coûtait quelque chose qu'ils n'étaient pas encore prêts à payer. Je ne vais pas vous dire que c'est facile de changer ça. Je ne vais pas vous dire que les dommages causés par l'aveuglement volontaire disparaissent quand on ouvre enfin les yeux. Ils ne disparaissent pas. Ils restent. Et il faut les habiter. Mais je vais vous dire ceci. Le moment où vous choisissez de voir, aussi tard qu'il soit, est un moment qui compte, pas parce qu'il efface ce qui précède, parce qu'il décide de ce qui suit. Et ce qui suit, si vous le construisez avec honnêteté et présence, et le genre de rigueur que ma femme mettait dans ses cahiers, peut devenir quelque chose dont vous serez fier. Pas vite. Mais réellement. Mon fils est en train de faire ça. Et je suis là pour le regarder faire. Il me reste à vous dire une dernière chose sur les vignes du domaine Morel avant de vous laisser aller. Les plus vieilles souches que nous ayons ici ont été plantées par mon grand-père en 1939. Elles ont 85 ans. Dans le monde du vin, une vigne de cet âge est quelque chose de rare et de précieux. Elle produit moins que les vignes jeunes, beaucoup moins. Mais ce qu'elle produit a une concentration et une complexité que les vignes jeunes ne peuvent pas atteindre, parce que ces qualités-là ne s'obtiennent pas par la vitesse ou le volume. Elles s'obtiennent par le temps. Par des décennies d'enracinement dans le même sol, d'adaptation aux mêmes étés et aux mêmes hivers, d'accumulation de quelque chose que les vieux vignerons appellent par des noms différents, mais que tout le monde reconnaît dans le verre. Ces vieilles souches, certains auraient pu vouloir les arracher. Elles coûtent à entretenir. Elles ne répondent pas aux mêmes techniques que les vignes jeunes. Elles demandent une attention particulière et un savoir-faire qui s'apprend dans les livres, mais qui se comprend seulement dans les rangs. Elles sont toujours là. Et le vin qu'elles donnent, quand les conditions sont bonnes et le soin approprié et la patience suffisante, est un vin qui ne ressemble à rien d'autre que nous produisons ici. Une chose profonde et tranquille, qui reste longtemps après qu'on a fini le verre. Je pense souvent à mes vieilles souches quand je pense à ce que cette histoire m'a appris sur l'âge, et sur ce qu'on porte, et sur le fait que certaines choses ne gagnent pas à être arrachées et replantées, mais à rester dans leur sol et à approfondir leurs racines. Si vous êtes un vieux vigneron comme moi ce soir, métaphoriquement ou littéralement, si vous avez passé des décennies à planter quelque chose dans un sol qui vous connaît et que vous connaissez, ne laissez personne vous dire que vos meilleures années de production sont derrière vous. Les vendanges à venir sont les plus belles. Ma femme me l'a dit, et je la crois. Si vous avez été là avec moi depuis le début de cette histoire, depuis la coupe levée
lors du déjeuner du dimanche jusqu'à ce matin de printemps sur la terrasse, je veux vous dire merci d'une façon que je ne saurais pas formuler autrement que simplement. Vous avez offert quelque chose de précieux à ce vieux vigneron ce soir. Vous lui avez accordé votre attention. Vous l'avez laissé parler de la chose la plus importante qu'il ait eu à faire dans les dernières années de sa vie. Et cette chose-là, être entendu, est quelque chose qu'on ne reçoit pas toujours à l'âge que j'ai et dans les circonstances que j'ai traversées. Alors de ce vieux domaine de l'entre-deux-mers, depuis cette terrasse où l'air sent les vignes en bourgeons et le café du matin est quelque chose que je ne saurais pas nommer mais qui ressemble à de la continuité, je vous dis bonne nuit, ou bon matin, ou bon après-midi, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez en ce moment et l'heure qu'il y ait. Je vais vous demander une dernière chose avant de vous laisser partir. Laissez-moi un commentaire avec un seul mot. Ce mot, c'est « préparer ». Juste ce mot. Et peut-être votre ville, si vous voulez que je sache d'où vous venez. Parce que je veux voir ce soir la carte de ceux qui ont écouté jusqu'au bout. De Paris à Abidjan, de Bruxelles à Montréal, de Lyon à Dakar, de Bordeaux à Genève, de là où cette langue nous unit à travers le monde. Laissez un like si cette histoire a compté pour vous. Abonnez-vous si vous voulez revenir. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Des histoires de gens qui ont traversé des choses difficiles et qui en sont ressortis différents. Pas toujours indemnes, mais différents d'une façon qui compte. Et si vous connaissez quelqu'un ce soir, un parent, un ami, quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile et qui a besoin d'entendre que tenir est possible, partagez cette vidéo avec lui. Pas pour lui donner une leçon. Juste pour lui dire qu'il y a un vieux vigneron quelque part en Gironde qui a tenu et qui pense que lui aussi peut tenir. Prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin de ce que vous avez bâti, et prenez soin les uns des autres. Bonne nuit.